Tu me laisses juste ma petite phrase de présentation et puis après, c'est… Ouais. Bonjour à tout le monde. Merci d'assister à cette masterclass avec Picard. On va essayer de vous résumer 10 ans d'histoire de la transformation data-driven chez Picard en 30 minutes. Ça va être un beau challenge. Je passe la main à Sylvain pour se présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sylvain Luce. Je suis responsable data connaissance client chez Picard. Et je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous pour vous raconter l'histoire de la transformation data de ces dernières années. Voilà, donc moi, je suis Didier Richaudot. Je suis associé chez Equancy en charge des activités data. Sur le chat, le petit chat que vous voyez sur ce slide, vous avez Hervé qui répondra à vos questions en live. En quelques mots, Picard, est-ce que Sylvain, tu peux nous présenter Picard que tout le monde connaît? Oui, alors on va démarrer avec quelques chiffres à propos de Picard. Donc, Picard, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, vous le savez, on est le leader du surgelé sur notre marché en France. L'entreprise, elle existe dans sa forme actuelle, on va dire, depuis près de 50 ans. Alors, ce que souvent les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, le métier historique de Picard était plutôt basé sur la livraison à domicile et qu'en fait, le premier magasin en fait, n'a vu le jour qu'en 1974. Bon, aujourd'hui, évidemment, le poids du chiffre d'affaires est essentiellement porté par le réseau physique, parce que la part du e-commerce représente environ 5% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Alors aujourd'hui, Picard, c'est plus de 1000 magasins en France, qui sont très majoritairement des magasins intégrés. Et on continue notre croissance avec un rythme d'ouverture, selon les années, entre 25 et 40 ouvertures par an. Donc, on est présent également aujourd'hui dans 10 pays, sous différentes formes. On a des magasins propres, on a des franchisés et de plus en plus aussi des corners. On s'associe avec des partenaires locaux. Alors, que vous dire sur Picard également, nous avons le bonheur d'être régulièrement élus par nos clients comme l'enseigne préférée des Français. On peut compter aujourd'hui, on estime environ 12 millions de clients chez Picard, dont 8 millions 5 qui sont membres du programme de fidélité. J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu tout à l'heure. Picard, c'est aussi 200 à 250 nouveautés produits par an sur une gamme active d'environ 1400 produits. Et c'est une gamme qui compte aujourd'hui plus de 10% de produits bio. C'est une part qui est croissante année après année. Et je pense que certains d'entre vous le savent, on a quelques produits emblématiques. Le haricot vert. Donc, les haricots verts, on en vend plus de 16 tonnes par jour. Donc des chiffres… Non, mais là, il est 4 heures, Sylvain. Donc, à 4 heures, ou à 4 heures, il y a, alors là, j'ai ce qu'il faut, Didier, on a le fameux moelleux au chocolat, dont on vend une unité environ toutes les 4 secondes. Voilà, et enfin, pour terminer, Picard, c'est également des objectifs de croissance qui sont très, très ambitieux, avec un plan à 5 ans qui a été annoncé par notre nouvelle présidente Cathy Collard-Gégère, qui est arrivée en juin dernier, qui ambitionne une augmentation de notre chiffre d'affaires de plus de 25% dans les 5 années à venir. Alors évidemment, pour atteindre cet objectif qui est très, très ambitieux, ça va passer par des grands changements et des grandes transformations au sein de l'entreprise, notamment avec le développement de la digitalisation, une forte accélération sur la personnalisation, et ça va être le sujet, le fil rouge de l'ensemble de nos discussions de cet après-midi, et par le développement de nouveaux services sur l'ensemble de nos canaux de vente. D'où l'importance et le rôle central de la data et de la connaissance client dont on va parler maintenant. Didier, je te laisse présenter rapidement Equancy. Donc, Equancy, rapidement. Donc, nous, on a un cabinet de conseil et de services qui est spécialisé sur la transformation digitale et data. On accompagne des clients diverses et variés. Je reviendrai sur quelques références après, pour tirer meilleure partie des leviers digitaux et data et vous aider à à atteindre vos objectifs de croissance, de rentabilité et de marge. On a été créé il y a une vingtaine d'années. On est à peu près 80. La moitié sont des profils orientés business, l'autre moitié sont des profils data. Sur la data plus spécifiquement, on travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de l'amont sur l'identification des cas d'usage data, les architectures, les outils, la gouvernance, les business cases, jusqu'au déploiement des plateformes data et des cas d'usage data science ou IA. Et on accompagne nos clients également sur la mesure de performance et l'optimisation de ces cas d'usage
et sur la montée en compétence et l'acculturation, que ce soit des profils métiers pour identifier les nouveaux cas d'usage ou les profils IT ou data pour les monter en compétence sur les nouvelles technologies. Et enfin, le dernier pan d'activité concerne le développement de produits et de services qui sont fondés sur la data et qui peuvent être des opportunités de nouveaux modèles pour nos clients. Et on fait de la veille technologique puisque c'est un sujet qui tourne, qui innove énormément. Et donc, chaque année, on lance 2 à 3 projets avec nos clients pour essayer de découvrir de nouvelles opportunités que la data peut permettre. En termes de secteurs d'activité, on a 4 secteurs principaux sur lesquels on intervient, même si on intervient aussi quelquefois sur d'autres secteurs. Donc, l'automobile, le retail e-commerce, le luxe, que je mets aussi dans le retail, désolé pour les personnes du luxe autour de la table, la banque assurance et le loisir et tourisme. Donc, Sylvain, est-ce que tu peux nous revenir un peu sur l'histoire de la transformation data de Picard? Ouais, bien sûr. Alors, l'histoire de la transformation data de Picard, en fait, elle débute en 2011 avec la création d'une direction marketing client qui n'existait pas avant cette époque. Avant 2011, le succès de Picard avait été la stratégie avait toujours été basée autour des produits, en veillant à avoir toujours une gamme de produits de qualité. C'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise et basé sur l'innovation récurrente de ces produits et aussi basé sur l'ouverture de nouveaux magasins dont les cibles étaient choisies sur la base de critères géomarketing. Mais le constat qu'on a fait à l'horizon des années 2010, en fait, c'est de se dire, à force de mailler le territoire, on est arrivé progressivement à 800, puis je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on a 1000 magasins. On avait de moins en moins de cibles prioritaires sur le territoire. Et force est de constater aussi qu'on avait des écarts de performance parfois très importants entre les différents magasins, selon les différents types d'implantation, les régions, les zones de chalandise. D'où à un moment cette réflexion qui s'est portée sur cette notion client qui devait être beaucoup plus centrale et donc qui a abouti à la création de cette nouvelle direction avec notamment un pôle data qu'on a créé à cette occasion pour structurer nos analyses. Alors, l'histoire, elle commence vraiment en 2011 et donc pour définir les enjeux de cette nouvelle direction qu'on a créée, on a commencé, la première chose qu'on a faite, c'est de mettre en place une première analyse de tickets de caisse. Donc, la chance qu'on avait à l'époque, c'est qu'on avait une clé de réconciliation basée sur l'identifiant de paiement. Alors, évidemment, quand on dit ça, c'est totalement anonyme, mais qui nous permettait de rassembler les achats de nos clients sur les différents canaux et de commencer à mesurer pour la première fois en fait, les différents comportements clients. Et donc, ça nous a apporté des premiers enseignements très, très intéressants parce que déjà, on a vu qu'on avait plus de 10 millions de porteurs à l'époque de cartes de paiement différents. Alors, ça ne veut pas forcément dire 10 millions de clients distincts. Enfin, en tout cas, donc, on avait une population de clients quand même assez étendue. Et puis, un peu à l'image des 20-80, on avait une grosse proportion de ces clients qui étaient quand même globalement très occasionnels. Donc, ce qui était un peu un paradoxe, parce que je vous disais tout à l'heure, d'un côté, enseigne préférée des Français, et puis de l'autre côté, une grosse partie des clients qui sont très occasionnels, avec une partie d'entre eux venant qu'1 à 2 fois par an en moyenne, et notamment au moment des fêtes de fin d'année. Et puis, évidemment, à côté, on avait une petite proportion de clients, plus petite, mais extrêmement fidèles, extrêmement engagés avec la marque. Et donc, une population de clients dont il était nécessaire aussi d'être capable de les identifier et de pouvoir les protéger pour sécuriser le chiffre d'affaires et les chouchouter. Donc ça a été vraiment la première étape. Et ça s'accélère ensuite en 2013 parce qu'on n'est pas encore totalement persuadé et convaincu qu'il faut aller vers un programme de fidélité. En tout cas, ce qu'on disait, c'est qu'on irait sur un programme de fidélité pour des bonnes raisons, mais absolument pas pour faire comme tout le monde, même si c'était extrêmement demandé par nos clients. Et entre 2013 et 2017, on a continué à explorer ces datas-là, un peu comme la première analyse ticket, ces datas anonymes, donc on ne parlait pas encore de CRM, en faisant une clusterisation du parc, en essayant de regarder sur ces différents clusters qu'on avait identifiés, en faisant des tests autour de l'optimisation des assortiments ou des tests d'organisation merchandising. Donc, ça a donné des premiers résultats, des pistes qui sont assez intéressantes et dont on continue de creuser aujourd'hui ces premiers enseignements. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant
pour impacter les différents comportements d'achat clients. Et à partir de 2017, la décision a été prise et on s'est lancé et on a mis en place le programme Picard et moi. Donc, on a lancé le programme, je vous l'ai dit tout à l'heure, était très, très attendu par nos clients. Le succès, en fait, a été immédiat. On s'est appuyé sur la force de notre réseau de près de 1000 points de vente à l'époque pour embaser nos clients. Et moi, on avait à peu près 1 million de clients, je crois, au bout de 3 semaines. Et on a passé le cap des 3 millions de clients dès le début de l'année 2018, donc avec un succès immédiat. Je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, Picard, c'est 8,5 millions de clients en base, dont plus de 6 millions de clients qui sont actifs, c'est-à-dire qui ont fait un achat au cours des 12 derniers mois. Voilà, donc sur la base de ces premières données collectées, on est tout de suite parti dans le déploiement d'un premier use case qu'on va prendre le temps de vous présenter dans le cadre de cette masterclass. Et la première tâche a été de mettre en place une segmentation client, une segmentation qui avait une optique vraiment de ne pas rester un outil qui resterait dans les murs de la direction du marketing client, mais vraiment transversal à l'ensemble de l'entreprise et qui serait aussi le point de départ de cette accélération de la perso qu'on entendait mettre sur l'ensemble des canaux. Et puis, parallèlement à ça, et en parallèle du lancement du programme de fidélité en 2017, on a investi dans des nouveaux outils. Et le premier outil qu'on a mis en place a été de mettre en place un data lake avec le lancement de ce programme-là. Donc, ce data lake-là, on a décidé de l'alimenter via des données, en mettant toutes les données pour le coût de transaction qu'on pouvait avoir sur l'ensemble des canaux. Et on a décidé d'activer en fait uniquement la data dans ce data lake dont on avait besoin au fur et à mesure qu'on a activé les différents use cases. Donc, ce data lake, là, aujourd'hui, il y a déjà 5 cas d'usage qui sont en production, dont on va vous en présenter 2 aujourd'hui dans le cadre de cette masterclass. Et il est donc à vocation à être central, d'être un outil central. Au début, dans un premier temps, il a été Data Lab, et aujourd'hui, il devient vraiment une brique centrale de notre écosystème data, et il vient alimenter les différentes briques et outils opérationnels que sont notre outil de gestion de campagne, donc pour ne pas le citer, c'est Selligent, ou nos différents outils de personnalisation sur le site Internet. Voilà. On en reparlera très, très rapidement, mais on a fait un choix au début d'externaliser, et on a beaucoup travaillé avec les équipes d'Equancy dans un premier temps. Et puis, très récemment, là, on a décidé d'investir dans une nouvelle brique de data science. Et donc, on a fait l'acquisition de Dataiku pour nous permettre aux équipes internes data chez Picard de manier cette donnée un peu plus facilement, se réapproprier et puis monter en compétences et développer nos expertises. Voilà. Et Equancy nous a accompagnés tout au long de cette aventure au cours de ces 10 années. Ouais. C'est une histoire de 10 ans de collaboration. Ouais. Alors, on va passer par le premier cas d'usage qu'on voulait vous faire partager, qui est souvent un cas d'usage un peu emblématique dans toutes les sociétés, c'est la segmentation client, le point de départ de la transformation. Sylvain, je te laisse présenter le brief. Oui, alors le brief, il était simple. Le premier cas d'usage qu'on voulait, c'était à la fois avoir une segmentation qui soit à la fois stratégique et opérationnelle. Alors, stratégique au sens où on voulait que cette segmentation, comme je vous le disais tout à l'heure, elle soit adoptée par l'ensemble de l'entreprise, qu'elle soit transversale et qu'elle alimente l'ensemble de nos réflexions. Que ça soit autour de la stratégie produit, de l'innovation, de la cohérence des gammes, mais évidemment tout ce qui est stratégie autour du CRM et de l'animation digitale. Et puis opérationnel, parce que directement, c'est aussi cette segmentation-là qu'on utilise aujourd'hui pour réaliser nos différents ciblages ou comme axe d'analyse très structurant de nos analyses. Donc voilà, alors ce qu'on peut vous proposer, c'est dans un premier temps, c'est de vous présenter les résultats et les différents segments. Puis après, Didier, tu pourras expliquer un peu comment on est arrivé à ce résultat-là. Alors, ce résultat, finalement, ce sont ces segments-là que vous avez devant les yeux. Donc, c'est des segments qui sont assez intuitifs et en général, les gens arrivent assez facilement à s'identifier et à reconnaître le segment dans lequel ils appartiennent. Donc, je vais vous les présenter très, très rapidement.
Notre premier segment, donc c'est celui qu'on appelle les familles fidèles du surgelé. Donc, on va retrouver des clients qui vont avoir un profil comme particularité d'être suracheteurs de produits bruts. Alors, ce qu'on appelle les produits bruts dans notre jargon interne chez Picard, c'est l'ensemble des légumes, des poissons, des viandes qui sont non cuisinées. Et puis, on va avoir des clients aussi, on va voir, qui sont suracheteurs de tout ce qui est aide culinaire, aide alimentaire et tout ça. On va retrouver très, très peu de plats cuisinés dans leur panier. Et on voit aussi parallèlement que c'est des gens qui sont plutôt acheteurs de très gros conditionnements. Donc, ce qui nous indique, qui nous donne l'indice que c'est plutôt des familles qui sont derrière cette cible de clients. Donc là, on va retrouver dans ce segment-là tout un tas de clients qui viennent chez Picard pour trouver leur matière première. Et c'est des gens qui aiment cuisiner ou qui ont le temps de cuisiner et qui assemblent par eux-mêmes. Notre deuxième segment, on l'a appelé les traiteurs bio. Alors, sur ce segment-là, pour ces clients-là, Picard, c'est clairement la deuxième porte, voire peut-être même la troisième porte. Quand on regarde le mix de leurs achats, on voit qu'ils ne viennent pas chez Picard pour faire l'ensemble de leurs achats alimentaires, ils ne viennent pas chez nous tous les jours. D'ailleurs, c'est des gens qui ont une fréquence d'achat chez nous qui est relativement peu élevée. Et on va plutôt les retrouver dans nos magasins plutôt basés en province, dans des villes, on va dire, de taille plutôt moyenne. Donc, visiblement, ces gens-là, ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs, en fait. Des produits qui vont être plutôt exclusifs, propres à Picard, ou des produits qui ont une petite connotation exceptionnelle, c'est-à-dire des produits festifs de type entrée apéritif, c'est-à-dire que j'ai une réception particulière et je pense à Picard pour aller trouver ces produits-là. Il va être aussi suracheteur de produits, tout ce qui va être tourné autour de produits labellisés. Et ils vont avoir effectivement une particularité qu'on retrouve dans leur nom, avec une appétence assez marquée et assez forte sur les produits bio, qui sont une clé d'entrée très importante pour cette cible de clients. Alors, notre troisième segment, donc on l'a appelé les enfants d'abord. Donc, comme pour le premier segment, il a en commun on retrouve des produits avec des très gros conditionnements. Donc, on s'adresse plutôt à des familles. Par contre, à la différence du premier segment, là, il y a beaucoup moins de légumes en proportion, beaucoup moins de produits bruts, et on a une très forte proportion de produits élaborés, de produits préparés. Donc là, on n'est plus du tout sur les mêmes attentes vis-à-vis de Picard que dans le premier segment. C'est des gens qui n'ont pas le temps visiblement de cuisiner et qui sont en recherche de produits services pour nourrir la famille. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est quand on voit l'âge moyen de ce segment client, il est un peu plus jeune que la moyenne de nos clients Picard, donc on voit qu'on s'adresse plutôt à des parents avec des enfants plutôt en bas âge. Ce qu'on voit aussi et ce qu'on devine aussi au travers du mix de produits dans les paniers. Le quatrième segment, on l'a appelé le « à chacun son petit plat ». Donc, il a en commun avec le troisième segment d'être composé de produits élaborés, de produits préparés. Mais là, pour ce coup-ci, c'est plutôt des portions individuelles. Donc, on a une surreprésentation très, très nette dans les achats de tout ce que les produits, ce qu'on appelle les produits snacking, les parts individuelles, les desserts individuels, notre gamme Formule Express pour ceux qui connaissent, est très, très surreprésentée. Et une fois qu'on sort de ces achats-là, en fait, ces clients-là consomment très, très peu, naviguent très, très peu dans les autres gammes qui sont proposées par Picard. Donc là, pour le coup, on a une clientèle c'est le segment de clients qui est le plus jeune en termes de moyenne de l'ensemble de la segmentation. Et on va avoir parfois même des cibles très, très jeunes parce qu'on a une très bonne représentativité, notamment auprès de cibles qu'on travaille actuellement, comme les étudiants. Alors, le cinquième segment, les curieux du goût. Alors là, celui-là, ce sont les fans absolus de Picard. Pour tout vous dire, avant d'avoir cette segmentation-là, on avait peut-être, nous, les personnes du siège de Picard, on avait peut-être un peu l'impression que tous nos meilleurs clients, finalement, étaient des curieux du goût. Alors, avec eux, c'est super parce qu'ils achètent de tout. Ils naviguent à travers toutes les gammes de produits que Picard propose. Ils sont suracheteurs des nouveautés, des produits festifs de Picard, du quotidien. On les retrouve de manière très importante dans tous les temps forts qui sont proposés par la gamme, par l'ensemble du plan d'animation commerciale. Voilà. Mais ce qui est important de retenir, donc c'est de très bons clients, des clients très engagés, mais ils ne pèsent que 25% de l'ensemble de nos clients. Et puis le dernier segment, qui est un peu un segment un peu bis, on va dire,
Donc, on l'a appelé recruté exclusif de Noël. Donc, son nom veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc, c'est un segment qui est à part parce que ce sont des gens dont on a des tickets uniquement sur la période du mois de décembre, qui, comme vous le savez, est un mois très fort pour Picard, comme vous vous en doutez. Donc, difficile d'extrapoler des choses quand vous n'avez que des dindes, ou des bûches ou que des entrées apéritives orientées Noël. Donc, c'est pour ça qu'on avait pris le parti pris de créer un segment à part pour pas que ces clients-là se retrouvent disséminés sur l'ensemble des 5 premiers segments et viennent un peu biaiser l'interprétation qu'on pouvait avoir des résultats. Ça a un avantage, c'est que ça nous permet d'avoir une cible qui est dédiée, donc on peut retargeter après à d'autres moments de l'année, mais l'expérience montre, pour l'avoir fait plusieurs fois, que c'est quand même des gens qui sont assez difficiles à bouger en dehors de cette période-là spécifique. Ce qui est assez paradoxal parce qu'ils sont fidèles à leur manière, puisque d'un Noël sur l'autre, on va s'apercevoir que ces clients vont revenir, mais très difficile à convertir sur les autres moments de l'année. Voilà ce que je pourrais vous dire en 2 mots sur les segments. Alors, oui, alors cette segmentation, pourquoi elle est pertinente? Donc, on l'a très, très vite adoptée en interne parce qu'elle a produit des résultats qui étaient assez marquants. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a croisé évidemment ces segments avec nos ventes. Et il y a quelque chose qui nous a vraiment étonné en interne. C'est que je vous parlais tout à l'heure dans les best-sellers, donc les haricots verts, vous vous souvenez tout à l'heure, on disait 16 tonnes de haricots verts vendus par jour. Figurez-vous que ce best-seller Picard, qui est toujours le numéro 1 des ventes, quelles que soient les périodes de l'année, quelles que soient les régions, les types de magasins et tout ça, en fait, 70% de l'ensemble de ce best-seller, en fait, de ces haricots verts-là, ils ne sont achetés que par un segment, le segment des familles fidèles du surgelé, qui pèse que 16% des clients. Donc, on a 16% des clients qui achètent 70% de notre meilleure base. Donc, c'est extrêmement marquant, c'est extrêmement éloquent. Moi, si je cherchais un KPI pour convaincre en interne de 1, la pertinence de la segmentation et 2, de la personnalisation, de l'intérêt de la personnalisation chez Picard, il est naturellement trouvé avec ce chiffre. Et ce que je vous dis là sur le 1 kg de haricots verts, en fait, c'est vrai pour l'ensemble de nos best-sellers. Donc, on voit très clairement que nos meilleures ventes, elles ne sont pas achetées transversalement par tous les clients, mais bien sur des segments spécifiques, d'où l'intérêt stratégique de segmenter. Et puis, la deuxième chose qu'on a fait, c'est que cette segmentation-là, on l'utilise pour analyser les ventes du plan d'animation commerciale. Et on voit très clairement qu'en fonction des thématiques, en fonction, ce n'est pas forcément les mêmes profils de clients. On a des écarts qui sont assez importants. On les met sous forme d'indices et on voit des indices qui sont très, très significatifs d'une quinzaine à une autre. Et donc, ça, c'est très intéressant parce qu'à posteriori, on valide notre stratégie de communication. Et puis surtout, maintenant, ça fait 3 ans qu'on utilise cette segmentation-là. Donc, notre plan d'animation commerciale, année après année, on le retravaille, on l'affine pour être sûr que l'ensemble du plan d'animation commerciale sur l'année s'adresse bien à l'ensemble des segments de manière globalement équilibrée selon nos enjeux stratégiques et qu'on ne laisse pas un segment de côté. Je pense qu'un des éléments aussi qui fait valider la segmentation, c'est que quand on présente cette segmentation, quasiment tout le monde est capable de se dire spontanément à quel segment j'appartiens. Donc, il y a un petit sondage qui, normalement, devrait vous être partagé pour savoir, pour vous demander à quel segment vous appartenez. Et en général, c'est assez facile d'identifier quel est le bon segment. Et c'est une des clés de succès d'une segmentation, c'est que ça parle à tout le monde. Alors, en termes de méthodologie, assez vite parce qu'on n'est pas en avance. Le point de départ de la réflexion sur la bonne méthodologie, c'était qu'on est dans une société Picard qui est très orientée produit. Et donc, construire cette segmentation sur des indicateurs très orientés clients de type récence, fréquence, montant, etc., ça n'avait pas fonctionné chez Picard. En revanche, les produits sont au cœur de Picard. Et donc, la première réflexion, c'est de se dire on va construire une segmentation qui illustre les clients à travers les produits qu'ils achètent. La deuxième réflexion, c'est on va se concentrer sur les meilleurs clients parce qu'on voudrait que tous nos clients soient les meilleurs. Et donc, la segmentation a d'abord été construite sur les meilleurs clients et uniquement sur les codes produits, donc les EAN. Donc, il y a 1200 références. Donc, les 1200 références qui sont distribuées chez Picard. Et de là, on a construit les 5 segments ou 6 segments que vous avez vus. Et le deuxième challenge qu'il y a eu après, c'était de construire des algorithmes qui permettent de prédire dès le premier achat le segment cible auquel appartiendra le client quand il deviendra un client fréquent. Et c'est ce double algorithme qui est utilisé aujourd'hui, tous les jours,
la moulinette tourne pour que tous les nouveaux clients puissent être affectés dès le premier achat à leur segment cible. C'est un travail qui a duré 2 à 3 mois et la clé de la réussite, c'est la collaboration et le fait de le faire de manière itérative avec les personnes du métier. Il y a on va dire deux clés de succès. Hein. Ce temps permet de s'approprier les résultats et d'influencer les algorithmes, hein, avec des critères métiers qui sont bien plus pertinents que si on laisse juste les données parler toutes seules. Je peux te donner un aperçu de la performance. Oui, très, très rapidement. Donc, son impact business, ça fait maintenant 3 ans qu'on l'utilise et donc maintenant, tous nos emails, toutes nos communications emails sont passées au crible de cette segmentation avec des prises de parole différenciées et on a pu mesurer, et c'est une constante, c'est que globalement, le taux de conversion, évidemment, des versions personnalisées avec les segmentations est globalement bien meilleur que des versions en A/B test non personnalisées. Donc là, c'est devenu un automatisme et maintenant, il n'y a plus un seul email produit qui part sans cette segmentation. Donc, le deuxième cas qu'on voulait vous présenter, c'est le moteur de recommandation. Je te laisse présenter le brief, Sylvain. Oui. Alors là, le brief, c'était pour aller toujours un peu plus loin dans la personnalisation. Maintenant, aller plus vers du one-to-one. Donc, on avait briefé Quancy avec 2 enjeux principaux. C'est nous permettre d'accélérer la personnalisation sur les emails et sur le site Internet. Et comme en parallèle, on avait montré que plus un client naviguait à travers les gammes et plus il était fidèle, c'est quel outil on pouvait mettre en place pour pouvoir accélérer donc, ce parcours et lui faire découvrir des nouveaux produits. Donc, la demande a été très simple. On voulait un moteur customisé, fine-tuné pour Picard avec 2 clés d'entrée. Une clé d'entrée d'un côté client. Donc, pour un client donné, quels sont les produits à lui recommander et puis avoir la vision opposée, c'est-à-dire aussi être capable de regarder une clé d'entrée produit et d'identifier quels sont les clients les plus appétents à tel type de produit. Ce que l'on a construit, c'est un moteur de recommandation donc customisé pour Picard. Donc, on utilise les algorithmes de collaborative filtering qui sont disponibles pour tout le monde en open source. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a introduit des features spécifiques à Picard. Parmi les critères spécifiques à Picard, la récence et la récurrence d'achat a été ajoutée au collaborative filtering classique. La saisonnalité, puisqu'on n'achète pas et on ne mange pas la même chose en fonction de la saison, et puis on ne vend pas non plus chez Picard la même chose en fonction des saisons. Et puis, deux critères qui ont été fine-tunés avec Picard, ce qu'on a appelé les produits boosters, c'est-à-dire les produits qui sont générateurs de fréquences additionnelles, c'était un des cas d'usage complémentaires, mais qu'on ne vous présentera pas aujourd'hui. Donc, quels sont les produits qui sont créateurs de fréquences additionnelles, et ceux-là sont privilégiés dans le moteur de recommandation. Et enfin, un paramétrage spécifique pour pouvoir pousser proportionnellement plus le fond de catalogue produit et ne pas faire en sorte que notre moteur de recommandation privilégie les best-sellers à chaque fois. Donc voilà, donc c'est cette mécanique et cet arbitrage entre les différents paramètres qui ont été fine-tunés avec Picard en séance de travail, avec des simulations réelles sur des données réelles, qui a permis d'avoir un moteur de recommandation qui est vraiment spécifique à Picard et qui est extrêmement pertinent. Effectivement, extrêmement pertinent, puisqu'on a pu le tester de pareil dans le cadre d'A/B test, où on a des versions qui sont personnalisées avec le moteur versus des versions qui sont faites manuellement. Et on voit là aussi que les taux de conversion en version personnalisée sont nettement meilleurs que sur la version non personnalisée. Le dernier cas qu'on voulait vous présenter, c'est un cas qui est en cours aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce cas-là, il a été demandé par 3 directions différentes chez Picard. Initialement, c'est un projet R&D que l'on a fait avec Picard pour essayer de tester si l'ajout dans le moteur de recommandation des ingrédients produits et des images pouvait apporter une pertinence additionnelle au moteur de recommandation construit précédemment. C'est le début de la réflexion sur ça. Ensuite est arrivée une demande de la direction IT autour de l'amélioration de la qualité de la donnée produit dans le PLM, où il y a beaucoup de problématiques autour de données qui ne sont pas forcément fiables dans le référentiel produit. Et de cette problématique-là est venue une autre problématique, qui est qu'il y a des responsables produits qui passent beaucoup de temps à saisir des informations produits, et c'est pénible comme travail et ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Et donc, il y avait le sujet de comment l'intelligence artificielle peut aider à
on va dire, automatiser autant que possible, ou en tout cas assister ces équipes en charge de la création du contenu produit. Et donc, ce cas d'usage qui est en cours actuellement aujourd'hui, il consiste à utiliser 3 sources de données. Les sources de données produits mises à disposition par les fournisseurs. Il y a beaucoup de fournisseurs chez Picard qui, pour chacun des produits, définissent quelles sont, pour chaque produit, la recette et les fournisseurs des ingrédients de la recette. Ces données-là sont transmises au PLM, mais les fournisseurs, il y en a une multitude et parfois, c'est des petites sociétés. Donc, la qualité n'est pas d'une fiabilité totale, d'où le retravail qui est fait par les opérateurs chez Picard pour les introduire dans le PLM et pour les compléter. Et puis, le troisième élément, c'est qu'il y a aussi un référentiel produit côté e-commerce avec de l'ajout d'informations marketing web pour le e-merchandising. Et ça fait donc 3 sources de données sur les produits avec des problèmes de qualité assez récurrents. La solution qu'on a proposée, c'est d'essayer d'apprendre des corrections qui sont faites manuellement, historiquement, par les opérateurs pour essayer de suggérer via une application des corrections à faire par l'opérateur. Donc, à la fois, on va dire deux axes. Un, identifier les incohérences entre les différentes sources. Donc, identifier plus rapidement possible les problèmes de cohérence de données. Et deux, suggérer des corrections pour aller plus vite dans la saisie. Ce qu'on est en train de faire, c'est rajouter une 4e source de données. Cette 4e source de données, c'est la plus fiable, en fait. C'est l'image du packaging, où il y a tous les ingrédients qui sont détaillés. Et donc, on va utiliser là des algorithmes de deep learning pour identifier le tableau des ingrédients de cette image-là, en extraire toutes les informations, vérifier la cohérence avec les différentes sources de données, notamment les sources du PLM, et construire le Golden Record qui sera celui qui sera in fine opérationnel dans le PLM à la fin. Et puis, la 3e étage de notre cas d'usage, c'est le RPA. C'est dans quelle mesure les outils de Robot Process Automation permettent de saisir cette donnée propre pré-travaillée de manière automatique ou avec validation des opérateurs pour faire en sorte que cette tâche qui est extrêmement pénible côté Picard prenne le moins de temps possible, même s'il y aura toujours du travail manuel à faire, on ne pourra pas substituer sur des informations qui sont totalement manquantes. Si on regarde les résultats sur le moteur de recommandation qui a été construit intégrant, on va dire, les ingrédients, l'avantage de ce moteur de recommandation, c'est qu'il permet de traiter les nouveaux produits aussi. C'est souvent une des limites des moteurs de recommandation, c'est qu'il faut des transactions, il faut des achats pour pouvoir les pousser. Avec les données des images et les données des ingrédients, en fait, on a des données avant même la commercialisation et on est capable de pousser ces nouveaux produits dans le moteur de recommandation. Sylvain, quelques remarques sur le type de résultat que l'on obtient ? Non, mais moi, je trouve ça très, très cohérent. Les premiers exemples qu'on a eus, on voit qu'il y a des rapprochements par rapport à des ingrédients ou des cohérences de gamme. Donc, c'est extrêmement prometteur. Et comme tu disais, moi, ce qui va énormément m'intéresser, ça va être la partie pousser des recos quand je n'ai pas d'historique d'achat sur les nouveautés. Donc, c'est très, très intéressant de ce point de vue-là. Alors, on va passer 2 minutes sur le retour sur expérience. Sylvain, je te laisse commencer. Oui. Alors vraiment, rapidement, nous, notre enjeu numéro 1, c'était d'être en capacité de livrer du concret rapidement. Donc, vous l'avez compris, on a procédé par use case. On est allé step by step. Ça a plutôt bien fonctionné. De ce point de vue-là, on a donné très vite des premiers résultats. Le deuxième point que j'ai envie de souligner, c'est pas, tu l'as dit Didier aussi de ton côté, ne pas sous-estimer l'effort d'accompagnement, y compris de la data vers les autres clients internes à l'entreprise pour les aider. Donc, il y a des résistances au changement, l'accompagnement au changement, les aider à s'approprier les résultats, aussi bien pendant, les embarquer pendant la création des use cases et validation des premiers résultats, aussi bien pendant la création du use case, mais également notamment après, pour que ça devienne des vraies habitudes de travail dans l'entreprise. Moi, sur le retour sur expérience, qui n'est pas apparemment spécifique à Picard, mais si vous voulez tirer le meilleur parti de la data, il faut d'abord bien comprendre la problématique et le business sur lequel vous allez travailler. Ça, c'est le premier on va dire, enseignement. Ça vous permettra de personnaliser l'approche data et donc d'adapter l'approche à l'enjeu business. Vous voyez, sur la segmentation, on est sur une démarche très atypique construite pour Picard. Sur le moteur de recommandation, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose de standard, ça a été customisé pour Picard avec les spécificités de Picard. Le troisième point, c'est forcément de la co-construction.
co-construction pour avoir, on va dire, la puissance de l'algorithmie pour trouver des insights, mais aussi l'expertise métier pour orienter l'algorithmie vers des choses qui sont les plus pertinentes possibles. Et de l'itération. L'itération parce que c'est comme ça qu'on trouve les meilleurs résultats, mais c'est aussi un moyen de faire du change management pour que les utilisateurs finaux s'approprient ce qui peut ressembler parfois à une boîte noire, parce que quand ils voient les résultats concrets, quand ils participent à la co-construction, quand on introduit un certain nombre de règles ou de poids qui sont spécifiques donnés par eux, eh ben, c'est beaucoup plus facile ensuite d'utiliser l'outil et la solution. Et ben, pour arriver à tout ça, quand on est prestataire de services comme Equincy, ben, ça veut dire qu'on est de plus en plus pertinent au fur et à mesure du temps. Donc, on a la chance de travailler avec Picard depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, je remercie Picard et je remercie Sylvain pour sa confiance. Et c'est ce partenaire long terme-là qui permet d'avoir à la fois cette bonne compréhension du business, la compréhension, on va dire, des data disponibles et de mieux comprendre comment adresser la politique de change management pour s'assurer que ce qui est construit va être vraiment utilisé de manière opérationnelle avec le meilleur résultat possible. Voilà. Ensuite, de challenge pour demain. Alors, pour conclure en 1 minute, notre challenge, c'est pour répondre au plan de croissance très ambitieux de Picard, c'est être plus data-centric demain. Donc, on a des enjeux d'aller vers toutes les directions de l'entreprise. On a des enjeux d'acculturation autour des sujets data. Il faudra bien sûr choisir les bons enjeux, c'est-à-dire les bons enjeux en termes à la fois de ROI et de capacité à faire à l'instant T. Et en même temps, générer les attentes et les enthousiasmes, parce que vous l'imaginez bien, derrière ces premiers résultats, on a beaucoup d'enthousiasme, donc beaucoup de demandes, et donc il y a un véritable enjeu de priorisation. Pour terminer, vous avez compris qu'on n'est qu'au début de l'histoire, qu'on a encore beaucoup de boulot. L'équipe s'agrandit, donc je recrute au pôle data. Donc si vous connaissez, si parmi vous, des personnes sont intéressées pour nous accompagner, nous rejoindre dans l'aventure, ou vous connaissez des bons profils, n'hésitez pas à me les envoyer, à me les faire parvenir. Et puis, en gift, moi, je n'ai pas de livre blanc, mais je peux vous donner, si ça vous a donné envie de consommer Picard, voilà le bon de livraison offerte que je peux vous donner en cadeau pour toute première commande sur le site picard.fr. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à tout le monde. Je pense que au plaisir de répondre à vos questions. En live. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions live. Mais... Ouais. Je ne crois pas. Donc, merci à tout le monde. Merci bien. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.